Pour commencer cette journée, on va un peu reposer les bases de la sémantique. Pour en parler avec nous, on a l'honneur d'avoir un spécialiste, professeur émérite d'épidémiologie à l'université Paris-Descartes. J'invite de suite sur le plateau le professeur Marcel Goldberg. Bonjour professeur, comment ça va ? Ça va, dans ces temps bizarres, beaucoup de gens, j'imagine. Mais enfin, et du coup, je me demandais si vous n'étiez pas hyper sollicité là, en tant qu'épidémiologiste, à donner du sens à vos données là, pour le Covid là. Écoutez, je vais beaucoup plus passer de temps ces derniers mois à collecter des données qu'à interpréter des données qu'on n'a pas. Il faut, avant de les interpréter, de s'en servir, il faut évidemment les collecter. Et oui, bien sûr, on a passé beaucoup de temps, on a fait beaucoup de travaux, pas du tout le temps de développer ici, pour recueillir des données sur le Covid pendant la période d'épidémie, pendant le confinement, après le confinement, le nouveau confinement, etc. Et donc, pouvez-vous nous préciser un peu votre domaine de recherche ? Alors moi, je suis épidémiologiste. J'ai des domaines de recherche un petit peu particuliers. J'ai travaillé beaucoup sur les risques professionnels, sur les déterminants sociaux de la santé, dans différents domaines de la pathologie, le cancer, les troubles musculo-squelettiques, etc. Mais surtout, je pense que ce qui justifie ma présence aujourd'hui, c'est que je me suis beaucoup intéressé aux données de santé en général, dans différents contextes. D'abord, je suis parmi les activités que j'ai depuis pas mal d'années, je m'occupe, avec des collègues bien sûr, de cohortes épidémiologiques, donc des personnes en population sur lesquelles on recueille des données de toute nature. Et je vais en parler justement de ça. Donc j'ai une vision je vais essayer d'avoir une vision assez large de ce qu'on appelle les données de santé. Et puis par ailleurs, effectivement, je me suis toujours beaucoup intéressé aux données disponibles, notamment aux données médico-administratives. J'ai animé un groupe de travail au sein du Haut Conseil de la santé publique sur les données de santé, etc. Donc voilà, c'est un sujet qui m'intéresse depuis très longtemps. Et donc justement, nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on peut donner du sens à des données de santé, comment ça marche. Alors, donner du sens aux données de santé, c'est un titre un peu ambitieux, un peu large. En fait, d'abord, il faut savoir de quelles données on parle, pourquoi on les recueille et pourquoi faire, qu'est-ce qu'on veut chercher. Et puis, il y a tous les problèmes, disons, pratiques, méthodologiques, etc., qu'il y a derrière pour leur donner du sens. Et c'est toujours un sens particulier pour un but particulier. C'est ça que je vais essayer de développer un petit peu. Allons-y. Alors d'abord, effectivement, quelles données de santé ? Bon, je sais bien que là, je parle dans le cadre d'un congrès sur SNOMED, donc des données qui sont liées à des actes médicaux, mais ça n'est qu'une partie importante, certainement, bien sûr, des données de santé. Les données de santé, ça couvre des choses beaucoup plus variées que simplement des données recueillies à l'occasion de l'activité médicale. Il y a des données cliniques, des données épidémiologiques, des données biologiques, des données d'imagerie qui sont recueillies à l'occasion. Mais il y a également des données de santé qui proviennent directement de personnes, qui sont notamment, je vous dis, dans le cadre des cohortes épidémiologiques qu'on conduit dans notre laboratoire. On interroge les gens, on leur demande s'ils fument, s'ils boivent, leur poids, enfin beaucoup de choses sur leur vie, leurs proches, etc., qui sont des données importantes. Toutes les données concernant les facteurs de risque pour la santé, il y a ceux qui sont déjà bien connus, évidemment, le tabac, l'alcool, l'activité physique, mais enfin bien d'autres aussi qui peuvent être intéressants. Tout ça, ça fait partie des données de santé. Et donc, c'est une vision assez large, encore une fois, la partie de données recueillies à l'occasion de l'activité médicale est une partie de ces données, et dans beaucoup de situations, ça ne suffit pas du tout. Ça ne suffit pas du tout pour répondre à des questions qu'on se pose. Il faut avoir d'autres données que simplement de savoir que... voilà. Alors, ce que je voudrais insister un peu sur une évolution quand même vraiment majeure qu'on a vu se dérouler je dirais ces 2 dernières décennies et qui s'accélère beaucoup. C'est que, disons, moi, quand j'ai commencé, vous avez compris que comme je suis professeur émérite, je suis plus très très jeune. Donc j'ai commencé à travailler il y a quand même assez longtemps. Et quand j'ai commencé à travailler, disons que
on travaillait avec un nombre vraiment assez restreint de données qui étaient collectées en général pour des besoins vraiment assez spécifiques, soit des besoins administratifs pour la gestion hospitalière ou le remboursement des soins par l'assurance maladie, soit pour des études de recherche clinique ou épidémiologique, qui à la fois portaient sur un nombre en général relativement restreint de personnes, et puis qui recueillaient un nombre également restreint de données. Or ça a énormément... Alors il faut que je change la diapo. Voilà. Ça a énormément changé. Le paysage a été totalement bouleversé. On assiste, enfin vous le savez tous sans doute, à une transformation numérique de la santé absolument foudroyante, si j'ose dire, avec toutes sortes de dispositifs, l'informatisation généralisée du dossier médical, des données médico-administratives vraiment très nombreuses, tout ce qui est recueilli à l'occasion de soins ou de recherche, tout ce qu'on appelle les omiques, la transcriptomique, la génomique, la métabolomique, tout ça génère des quantités faramineuses de données. L'imagerie aussi, évidemment, se développe beaucoup. Tout ça, soit recueilli à l'occasion, encore une fois, d'activités de soins, soit d'activités de recherche. Et puis, il y a tout l'Internet des objets aussi qui se développe. Des données qui sont recueillies directement auprès des patients, des dispositifs portés, des appareils, des dispositifs médicaux connectés, etc. Enfin, ça fait une énorme quantité de données pour un seul patient ou une seule personne patient, donc un malade, mais aussi une personne en population sur laquelle on va recueillir des quantités de données qui peuvent être absolument extraordinaires. Et on voit aussi se développer des dispositifs d'observation de la santé gigantesques, des méga-cohortes. Moi, il y a une trentaine d'années, j'avais mis en place une cohorte qui s'appelle Gazelle. Il y avait 20 000 personnes, ça semblait gigantesque à l'époque, 20 000 personnes. Là, on se travaille dans notre labo sur une cohorte de 200 000 personnes, Constance, qui s'appelle Constance. Et il se met en place aux États-Unis une cohorte d'1 million de personnes. En Angleterre, il y a UK Biobank, c'est 500 000 personnes. Vous voyez, et avec des données, un nombre énorme de données qui sont recueillies pour chaque. Donc tout ça a énormément transformé le paysage. Et donc on est là devant une abondance de données de nature très différentes, de sources d'origine très différentes. Et voilà, c'est encore une fois, ça a vraiment beaucoup changé notre manière de fonctionner. Alors toutes ces données qui sont recueillies, c'est pourquoi en fait donner du sens aux données, ça n'a de sens, si j'ose dire, que pour une utilisation particulière. Alors dans le domaine de la recherche, enfin, on a des nouvelles possibilités qui se sont développées aussi, parce qu'en même temps que se multipliaient les données dont on pouvait disposer, les technologies informatiques aussi, les ordinateurs, les dispositifs, l'Internet, enfin, etc., ont également donné une puissance de calcul et de gestion de données absolument qui est de plus en plus puissante aussi. Donc on a, dans le domaine de la recherche, on a des possibilités d'analyse de données qui sont absolument gigantesques, soit par des méthodes statistiques classiques, soit lorsqu'il se développe, tout le monde le sait aujourd'hui, l'intelligence artificielle, qui soit visée diagnostic, pronostic, c'est à partir de volumes de données très importants. Les bases médico-administratives permettent on l'a vu, on a des exemples, je vais reciter comme tout le monde le Mediator, l'affaire du Mediator, ça a été la mise en évidence de façon absolument incontestable des effets pathogènes du Mediator, c'est l'analyse de données qui sont dans le système national des données de santé, avec les maladies et l'utilisation de dispositifs ou de médicaments. On a aussi des possibilités maintenant d'analyse dynamique des filières de soins, qui était très difficile à faire auparavant et qui maintenant reste un peu compliqué sur le plan méthodologique, mais en tout cas on a les données permettant de le faire. Et puis, avec les objets connectés, il y a des problèmes de surveillance, de pathologies chroniques ou de personnes âgées, peut-être de prévention. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de données vraiment validées sur les effets positifs d'objets connectés pour la prévention, mais enfin, en tous les cas, c'est quelque chose certainement de souhaitable. Je voulais passer. Ah, pardon, oui.
Alors, c'est pas à vous que je vais apprendre que le problème majeur pour utiliser des données qui viennent d'un peu partout, de sources diverses, de natures diverses, de qualités diverses, le vrai problème, c'est l'interopérabilité de ces données. Hein. C'est-à-dire que la possibilité d'échanger et d'analyser des données qui ont été recueillies dans des contextes différents, sur éventuellement des populations différentes, par des moyens différents, etc. Donc, j'ai du mal à lire. Oui, alors bon, excusez-moi, parce qu'en fait, pour ne pas perdre trop le fil de l'esprit, je lis mes diapositives, mais elles sont un peu loin, c'est écrit en petit, donc voilà, il faut que je me rapproche un peu. Non, c'est pas... oui, donc il y a donc une composante sémantique absolument évidente. SNOMED connaît ça par cœur, si j'ose dire, c'est le cœur de SNOMED. Il y a aussi une composante technique qui peut être tout à fait importante selon les... alors en fait, ce qui se passe quand même, c'est que les données ce type de données ne sont pas naturellement interopérables. Si je recueille des données, je demande à quelqu'un dans une cohorte, est-ce que vous fumez combien de cigarettes par jour, et que je suis au chevet d'un malade et que je lui pose des questions, c'est pas la même chose. On les recueille pas de la même manière, on ne pose pas les mêmes questions, on va pas recueillir c'est pas les mêmes unités. Enfin, il y a vraiment beaucoup de problèmes qui se posent. Et est-ce qu'on mesure la même chose ? Est-ce que si je parle d'insuffisance cardiaque, c'est pas du tout la même chose si c'est dans un questionnaire où on demande à des personnes est-ce que vous souffrez d'insuffisance cardiaque, ou si c'est un diagnostic à l'issue d'une série d'examens approfondis. Ça n'a pas la même signification, même si on pense qu'on travaille sur le même objet. En réalité, non, c'est pas vrai. Donc, si on veut excusez-moi, j'essaie de... Oui, voilà. Donc voilà, le problème, c'est que quand on veut utiliser des données, il faut les harmoniser. Il faut les harmoniser. Alors, il y a différentes manières d'harmoniser les données. Il y en a une qui est, disons, un peu l'idéal, qui est l'harmonisation a priori, l'utilisation de SNOMED, par exemple. On va recueillir les données au fur et à mesure auprès des malades. Ah, merci, quelqu'un très gentiment me rapproche l'écran, donc j'arrive à lire ce que j'ai écrit. Enfin, oui, c'est parfait comme ça, merci beaucoup. Donc, mais harmoniser, donc ça veut dire modifier des données. Moi, on a pas mal d'expérience de ça dans notre équipe, parce que dans les cohortes qu'on gère, on participe à des consortiums européens avec d'autres cohortes, dans d'autres pays, avec des Allemands, des Anglais, des Suédois, des Finlandais, etc. On est censé recueillir des données assez comparables, mais en fait, c'est jamais vrai. C'est jamais exactement pareil. La manière de mesurer les consommations d'alcool, par exemple, on ne s'y prend pas de la même manière chez nous que le font les Finlandais ou les Allemands, etc. Et donc, quand on veut travailler ensemble et mettre ensemble ces données-là, il faut les modifier. Il faut que chacun les modifie. Et en général, ça se traduit par un appauvrissement des données. Donc ou bien on le fait a priori en utilisant des classifications. Donc je parle de SNOMED évidemment pour vous, mais il y a également, vous savez, la CIM10, la CCAM selon les phénomènes qu'on veut mesurer. Mais cela dit, c'est pas suffisant. On harmonise des données, mais après pour les analyser, il ne suffit pas d'utiliser les mêmes nomenclatures. Encore faut-il savoir quelles sont les populations qui ont été... Est-ce que les conditions dans lesquelles les données ont été recueillies, qui les a recueillies, est-ce qu'elles ont été nettoyées, validées. Donc quand on a des données qui viennent de différentes sources comme ça, il ne suffit pas qu'on ait utilisé la même nomenclature pour mesurer un phénomène. Il faut avoir beaucoup d'autres informations aussi pour pouvoir s'en servir et les analyser de façon valide. Et encore une fois, quand c'est a posteriori, c'est-à-dire dans l'exemple que je citais de cohortes qu'on en essaie d'ensemble, voilà, il faut, on arrive à mettre ensemble, et à la fin, par exemple, si je prends l'exemple du tabac, où dans toutes les cohortes, évidemment, on recueille des informations sur le tabac, mais certains demandent simplement fumeur, non fumeur, d'autres demandent la quantité de cigarettes, ou si le tabac, ou la pipe, ou le cigare, depuis combien de temps, est-ce qu'on inhale pas, la nature du tabac. Et puis finalement, à la fin, quand on met toutes les données ensemble, à la fin, il ne reste plus que fumeur, non-fumeur. Parce que si on veut mettre toutes les données ensemble, c'est la seule donnée commune. Enfin, je caricature un tout petit peu, mais pas vraiment. Donc ça aboutit à un appauvrissement des données souvent, mais c'est le prix à payer. Voilà.
Voilà, donc c'était juste de ce petit rapide tour d'horizon, c'était juste pour montrer. C'est un peu, bon, quelques mots de conclusion, c'est qu'évidemment, bon, il y a une fois je l'ai dit et redit, il y a une espèce de révolution quand même dans les données qu'on recueille, les méthodes d'analyse, l'intelligence artificielle. Tout ça, bien sûr, est extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses très très bien qui sortent de tout ça, mais il ne faut pas oublier que tout ça ne remplace jamais la recherche sur les mécanismes biologiques, la recherche clinique, la recherche épidémiologique. Il faut toujours être capable d'interpréter, sinon on dit des très grosses bêtises. L'analyse de données, par exemple, du système national de données de santé, où on a des données sur 67 millions de personnes, il suffit de comparer deux choses, même si en fait il y a un atome de différence entre les deux, il va sortir une différence significative devant une masse de données comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'interprète? Voilà, il ne suffit pas de recueillir des données. Encore faut-il avoir, l'équipement scientifique derrière pour savoir ce qu'elles veulent dire. Oui, bien sûr. Alors, je regarde tout de suite si on a des questions du public. Alors, tout de suite, moi, une première question, c'est justement... le rapport à l'intelligence artificielle est quand même fort. Et donc, alors, quelles sont les conditions pour que justement ces données que vous collectez, on puisse les associer à des algorithmes? Est-ce que c'est une notion de qualité? Est-ce que, comme vous disiez, c'est une notion d'harmonie? C'est quoi l'élément le plus important? Moi, je dirais que c'est effectivement l'homogénéité des données et leur validité. Les algorithmes d'intelligence artificielle, particulièrement les algorithmes d'apprentissage, ceux qui sont vraiment sur lesquels on compte beaucoup, là, qui ont montré vraiment, travaillent sur des données qui leur sont proposées, par exemple des séries d'images ou de choses comme ça. Il faut que ces images, elles soient toutes. Alors plus il y en a, mieux l'algorithme apprend. Ça c'est clair. Encore faut-il que les données sur lesquelles ils apprennent soient valides. Soit correcte et qu'elle soit comparable, qu'on puisse, sinon les algorithmes c'est pas non plus de la magie. Il faut, bon, on sait par exemple que certains algorithmes de diagnostic à propos d'imagerie qui ont été mis au point dans une population donnée avec alors toujours avec le même appareil, le même protocole de prise de données, etc. Enfin, sinon ça marche pas. Si on a si on a de l'imagerie qui sort de deux scanners différents sans qu'il y ait un travail d'harmonisation entre les deux, il va se planter l'algorithme. Ça, c'est justement, c'est la question de Sébastien Cossin que je salue. Quels sont les risques d'analyser des données dont on ne maîtrise pas la collecte? Je pense qu'on a déjà certainement publié des choses archi-fausses. Parce qu'on ne sait pas. Parce que justement, c'est un peu des boîtes noires. C'est vrai pour l'intelligence artificielle, mais c'est vrai aussi pour des méthodes d'analyse statistique classiques sur des données massives. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Moi, je cite souvent l'exemple, par exemple, nous, on travaille beaucoup dans les cohortes qu'on a. On est à Paris avec le système national des données de santé. Donc, on recueille toutes les données. On a Paris, si vous voulez, nos cohortes avec le SNIRAM. Eh bien, on voit bien que si on n'a pas une connaissance extrêmement fine des données qu'il y a dans le SNIRAM, on se plante. Par exemple, prendre un exemple absolument banal, mais qu'on a rencontré en réalité. On voulait travailler un petit peu sur la santé bucco-dentaire, et le chercheur avec lequel on travaillait pensait que si on pouvait, que quelqu'un qui faisait un détartrage une fois par an, certainement devait avoir une bonne hygiène dentaire. Donc on a regardé dans le SNDS, puisque c'est une information qui existe, si les gens qui étaient dans des cohortes avaient... Eh bien, on s'est aperçu qu'à partir de 2014, la codification avait changé. Avant 2014, c'était le même code pour détartrage et obturation. Et après 2014, les deux ont été séparés. Si on ne le sait pas, on commet des erreurs massives, absolument massives. Le dépistage du cancer du col, il y a 3 codes différents selon l'endroit où le dépistage a été fait. Si on ne sait pas ça, on dit des bêtises énormes. Et ça, je suis absolument certain, sans pouvoir le documenter vraiment, que parmi des études qui ont été publiées dans les meilleurs journaux, il y a certainement des choses qui doivent être fausses parce qu'on ne le voit pas. Si on n'a pas une connaissance intime
vraiment fine des données qu'on manipule, et le problème de l'intelligence artificielle et des grands projets qu'on voit en France à l'heure actuelle, qui consistent à mettre tout ensemble des tas de données de toute origine sans trop les regarder parce qu'on ne sait même pas ce qu'il y a dedans, en pensant que magiquement l'intelligence artificielle va avoir des choses. Souvent ça ne va pas marcher, les algorithmes ne vont pas. Et même quand ils marchent, on ne sait pas du tout ce qui vont sortir est vraiment correct. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, professeur Goldberg, pour votre intervention. Je pense que ça remet bien les bases de ce qu'on voulait parler, la sémantique.